Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous a sélectionné une quinzaine de maisons d'édition qu'on apprécie tout particulièrement pour vous présenter un peu nos meilleures et nos moins bonnes lectures de chaque maison d'édition. Ah, donc on a fait une petite sélection aux oignons. Beaucoup de maisons d'édition young adultes au final, je crois. Beaucoup. Un petit peu d'adultes, mais ouais. vous verrez. Et ben c'est parti. Oui, parce qu'il y en a pas mal. On commence avec la maison d'édition Rajo. Qu'on aime toutes les deux vraiment beaucoup, surtout qu'ils développent vachement, là, ils viennent d'ouvrir Rajo New Adult aussi. Voilà, moi je les ai connus, ça remonte à l'enfance je pense, avec les toutes premières collections de chez eux. On commence par le meilleur. Ouais. Alors, ça sera une petite vignette là. Et moi c'est Un garçon, c'est presque rien. J'avais du mal à faire une sélection, donc j'ai simplement pris ma dernière bonne lecture chez eux et il se trouve que je suis dedans puisque je suis en train de lire le tome 3 du Prince Cruel. Du coup j'ai lu là les 3 livres en globalement 10 jours, donc ça vous donne une petite idée de comment j'ai bien aimé la saga, de comment je l'aime bien. Mais en vrai il y a tellement plein de titres qui pouvaient se retrouver dans le top, je trouve qu'ils ont une super ligne édito. Et ben le Prince Cruel, tout le monde connaît, tout le monde a lu ça il y a pas mal d'années, et puis bah moi je débarque 100 ans plus tard. Des failles cruelles, voilà. Et puis là ils sont en train de devenir lovers dans le tome 3, alors j'aime beaucoup. Voilà. Donc je suis en train d'avoir un petit coup de cœur pour la saga. Et moi je vous ai sélectionné un livre de Lisa Balavoine qui m'a fait découvrir, redécouvrir le vers libre, les romans en vers libre, avec ce magnifique coup de cœur qui parle d'adolescence. Je peux pas dire féminisme, mais c'est un peu ça quand même, de la vision du garçon et de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire être un homme? Redéfinir la virilité. C'est ça, exactement. Et c'est extrêmement bien fait, c'est poignant, voilà, je ne peux que vous le recommander, c'est percutant. Moi j'en suis ressortie bluffée, vraiment. Bah, tu me l'avais prêté et dès que j'en ai eu l'occasion, je l'ai acheté, je l'ai fait dédicacer aussi. Le flop. Ah. Alors moi ça va être le tome 3, petite vignette, de Un sort si noir et éternel. Oh je me souviens plus du titre. Il apparaîtra. En fait j'ai un peu comment dire, un rapport de haine-amour avec cette petite trilogie, parce que le tome 1 c'était vraiment le triangle amoureux comme je l'aime pas. Qui m'a un peu mis mal à l'aise, mais l'univers était prometteur, donc je me suis dit on va quand même continuer avec le tome 2. J'ai eu un gros coup de cœur sur le tome 2 parce que j'ai adoré les thèmes qui étaient abordés par Brigitte Kemmerer, et j'ai adoré la tournure de l'histoire et tout. Et le tome 3, pouf, c'est un petit peu retombé. J'ai bien aimé, mais j'étais un peu déçue par la fin, que j'ai trouvé un peu dur. Enfin voilà, il y a un des personnages, j'aime pas trop ce qui se passe avec lui, en même temps j'aime un petit peu, enfin voilà. Voilà. Bon, heureusement je me suis pas arrêtée là avec Brigitte Kemmerer et j'ai lu sa deuxième saga qui était Défier la nuit, que j'ai adoré et qui d'ailleurs abordait un peu les mêmes thèmes que le tome 2. Mais voilà, le tome 3 c'était un peu un loupé. Mais pour autant, je suis quand même très contente d'avoir lu toute la trilogie. Ce que je n'ai pas fait moi. Je me suis arrêtée au tome 2, que je n'ai pas aimé. Mais moi mon flop c'est Ce don perfide, je ne l'ai plus puisque je sais, il est dans un carton quelque part pour que je le revende, donc voilà. Parce que vraiment j'ai pas du tout accroché à ce livre, ça a fait un flop. Je saurais même pas vous redire l'histoire, il y avait une ambiance un peu espagnole dans mon souvenir. Alors le livre est très beau, il y a un très joli jaspage avec des citrons, mais voilà, j'ai trouvé que c'était un peu cousu de fil blanc, que j'ai pas vraiment trop accroché à l'alchimie entre les personnages, j'ai trouvé que ça manquait un peu. Donc c'est vrai que j'ai pas du tout continué la série, enfin la duologie d'ailleurs, c'est en 2 tomes et j'ai lu que le tome 1 et j'ai pas du tout envie de continuer. Donc voilà, malheureusement ça a été un flop pour moi, cette série. J'aurais pu ajouter, mais je l'ai pas lu en français, mais celui qui va sortir, que Girl with No Reflection, que j'ai lu en anglais et que j'ai dit NF pour le coup, je ne comprenais pas où allait l'histoire, enfin bref. Donc il y a quand même quelques petits flops. Ensuite on vous sort là une maison bien ancienne, PKJ. Pocket Jeunesse, et là on a le même top. Ouais, bah ouais. C'est un peu la saga de notre adolescence. Ouais, complètement. Et là en plus ils viennent d'annoncer la réédition en belle version. Je suis à 2 doigts de craquer alors que c'est pas du tout raisonnable.
Surtout qu'ils ont revu les couves pour qu'elles collent Ouais. vachement mieux à l'univers. Ouais. Parce que c'est vrai que là, si vous voyez, on a une petite blonde un peu Cendrillon, voilà. Ouais. Sauf que c'est une Asiate dans le livre. Ouais, voilà. Donc ça ne colle pas du tout. Ils ont retravaillé un peu leur fan art. C'est ça. Même si, bon, je reste attachée à ces couves. Parce Oui, que, bah, voilà. c'est la première version qu'on a lue, donc... Donc réécriture Voilà. de contes absolument merveilleux, Ouais. qui se développe de tome en tome. Et Avec même si plein vous... de personnages Ouais, en c'est plus. ça. Si vous n'aimez Mm. pas le premier personnage, vous arrêtez pas là. Il y en a plein d'autres qui pourraient vous Ouais. plaire. Ils sont tous différents, tous attachants. Enfin, bref. C'est bien mené. Enfin... Même, Et puis une vraie fin. Oui. Une vraie fin. Et la méchante, Mm. très intéressante. Et le flop, Et ben moi j'ai pas de flop. En fait j'ai pas lu tant de PKJ que ça. Et tous ceux que j'ai lus, ben, je les ai bien aimés. Donc j'ai pas de flop à vous proposer. et moi écoutez, j'ai lu La fille renard d'Andy Sagar. Le tome 1 ici, il y a plusieurs tomes qui sont sortis je crois en français. Et c'est un petit jeunesse. Et j'ai pas trop accroché, donc je continue pas la saga. En soi, je pense qu'il peut vraiment trouver son public et il peut vraiment plaire. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelques facilités, des personnages qui manquaient un peu de profondeur, un peu de... Voilà, c'est le type de jeunesse pas assez fin pour moi, pour que j'accroche vraiment, moi qui n'en lis plus beaucoup, des jeunesse vraiment. Donc voilà, je suis un peu passée à côté de celui-là, même si au final ça m'a fait passer un bon moment, mais voilà, un peu mitigé quand même. Troisième maison. Slalom. Bon, on filme chez Marie, donc moi j'ai pas les livres. J'ai pas pu tout transporter. On avait choisi trop de maisons d'édition. Du coup je commence, allez. Moi j'ai beaucoup hésité parce que chez Slalom vraiment j'ai eu plein de bonnes lectures. J'aurais pu vous mettre du Maël Lezard, j'aurais pu voilà. Mais j'avais envie de vous parler de Nos rêves envolés, qui a été une magnifique découverte et vraiment un très très beau coup de cœur, de Déborah J. Marazu. Elle est française je crois. C'est ça. Ouais, elle est française. Et bah écoutez, c'est un... Alors si je me trompe pas, c'est... Voilà, c'est... Non, Non, c'est un roman classique. Non, c'est un roman classique. Je sais pas pourquoi, je pensais que c'était un roman en vers libre. Non, c'est un roman classique. Et ça traite de SOPCA, donc le syndrome... Des ovaires polykystiques. Voilà. Et de danse. Donc forcément, la danse, moi, ça m'a vachement parlé. J'ai trouvé que c'était très très fin dans le traitement des thématiques abordées. Il y a aussi la question des danseurs. Notamment, il y a un ado. Donc c'est des ados hein, qui veut devenir danseur et toute la vision que les autres ont de ça pour lui, etc. Enfin, encore une fois, une question de virilité et de choses comme ça qui sont un peu mises à plat et développées. Et c'est vraiment génial. Voilà, à mettre entre les mains de tous les ados, je pense, parce que c'est très très bien vu, c'est très bien fait, c'est très bien amené. C'est même bien écrit. Moi, il y a eu plein de moments où j'ai beaucoup ri, d'autres où j'avais les larmes aux yeux. Bref, c'est un très 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 bon roman. Et puis c'est vrai qu'en plus le sujet des ovaires polykystiques c'est assez rarement abordé, donc voilà. Et c'est très bien abordé. Ouais. Et alors pareil, j'ai eu du mal à faire ma petite sélection, j'ai beaucoup hésité avec Maël Lezard, mais Noblesse oblige de Maïwenn Alix, ouais, j'étais obligée de le mettre celui-là parce que je crois que j'en ai déjà parlé, mais on est sur une uchronie avec, on est de nos jours, mais toujours la noblesse qui est installée en France, et donc du coup qui pose des questions aujourd'hui sur qu'est-ce qu'un pouvoir absolu aurait comme défaut s'il était appliqué encore aujourd'hui dans la société d'aujourd'hui. Et donc c'est un peu, enfin c'est carrément glaçant, mais hyper intelligent. Et il y a eu un tome 2 en plus là qui est sorti, qui clôturait magnifiquement l'histoire et qui allait encore plus loin sur les questions de l'image, etc. Puisque c'est autour d'une émission de télé-réalité, où le prince doit trouver une princesse pour se marier, les nobles de façon générale. Donc tout est filmé, tout est en fait scénarisé, et c'est hyper intéressant de voir comment est-ce qu'on peut manipuler le pouvoir et l'opinion publique via simplement la télé et les médias. Bref, une vraie pépite, un vrai bijou.
Et je vous invite à aller aux dédicaces de Maïwenn Alix parce qu'elle porte la robe qu'il y a sur le tome 1 je crois. Voilà, donc un petit bijou du chrony à lire. Et on n'a pas de flop. Non. On n'a pas de flop chez Slalom. Moi je pense que je sélectionne beaucoup les titres que je lis chez Slalom parce que je trouve leur quatrième et leur... la façon dont ils parlent des livres assez bien visée. Et du coup, je sais quand un livre, a priori, ne va pas me plaire ou n'est pas pour moi. Et du coup, je me suis rendu compte que je sélectionnais quand même pas mal les livres que je lisais de chez eux et que pour l'instant, du coup, je n'ai eu aucune mauvaise déconvenue. Enfin, aucune déconvenue. Aucune mauvaise surprise. Donc j'allais pas vous présenter un livre... qui en fait était une excellente lecture. Non, moi pareil, hein. Franchement Slalom, en plus moi j'ai la chance de travailler avec eux, je vois très bien à quoi ressemble leur catalogue, etc. Et oui, je sélectionne précisément les titres que je lis chez eux, donc bravo Slalom. Ensuite nous avons Gulfstream, une très très chouette maison d'édition indépendante aussi, qui fait notamment beaucoup d'imaginaire. Ouais. À la fois jeunesse et young adult. Ouais. Petit top. Runeborn, je sais plus. Oui, Runeborn de Ariel Holz, que j'ai lu maintenant il y a 2 ans. J'ai toujours pas lu le tome 2. Et ça y est, on arrive au bon moment, je vais pouvoir le glisser dans ma palle. J'ai toujours pas acheté d'ailleurs. Écoutez, je pense que ça a été une lecture qui a déclenché tellement de choses. Tellement de choses. En fait c'est hyper sombre, la couverture, voilà, le livre vous donne un peu une idée, mais c'est hyper bien écrit, on est sur de la réécriture de mythologie viking, avec des runes, avec des pouvoirs, avec des dieux, avec la fin du monde, bref, les vikings, et franchement c'était tellement incroyable, tellement surprenant, 3 parties avec 3 ambiances hyper différentes. Et puis un moment absolument glaçant, mais j'ai adoré ça. Et en fait ça a déclenché chez moi une envie de sombre et de... Voilà, et ouais, voilà, j'en suis pas sortie. Et moi j'ai beaucoup hésité, j'avoue. J'aurais pu mettre Peau d'âme, mais finalement j'ai sélectionné La Binite Césarée de Liz Chrysler parce que... Parce que ça a été une très très belle découverte et que je l'ai dévoré en fait. Déjà le livre est absolument magnifique. J'y allais un peu avec une peur de me dire est-ce que je vais vraiment aimer un personnage aussi moraligré. Puis en plus ça semblait être assez huis clos, etc. Des fois je suis pas forcément toujours à l'aise avec les huis clos. Aucun souci avec celui-ci. On est plongé vraiment à fond. J'ai trouvé la plume de Liz Chrysler hyper fluide, très... Enfin voilà, ça se lit tout seul, les chapitres s'enchaînent, on suit à la fois, il y a une chronologie dans le présent, dans le passé aussi, avec plein d'éléments qui nous parviennent au fur et à mesure, et vraiment des personnages, mais tous moraligrés, et c'est hyper intéressant en fait. Elle développe vachement, du coup, la personnalité et la psyché en fait de ces personnages, qui sont tous, à un moment donné on les aime, à un moment donné on les déteste, on sait jamais quoi ressentir pour eux, et c'est délicieux, et c'est vraiment, et la fin explosive, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et donc j'ai très hâte de lire le tome compagnon, Un prince sans terre, dans la même série. Et mon flop, toi tu n'en as pas non plus? Non, en fait j'ai pas lu beaucoup de Gulfstream et non, j'avais pas de flop parce qu'ils font des super bons textes. Ils font en plus des auteurs français, enfin plume française, francophone, donc voilà, j'adore. Et moi il y en a quand même un, parce qu'ils ont une super série qui s'appelle Prélude, qui est en fait une des réécritures d'opéra. Donc pour faire découvrir les opéras, je trouve le concept absolument génial. Il y en a 5 il me semble en tout dans la collection. Je crois pas qu'ils aient prévu de continuer. Dommage. Et sur les 5 j'en ai lu 4. Et je les ai tous aimés sauf celui-ci qui m'a laissé un peu sur ma faim. Parce que en fait
il y avait un côté transposition de l'univers et de l'histoire de la flûte enchantée dans le quotidien du narrateur, qui est un jeune garçon, qui du coup ça va s'entremêler, il va découvrir l'opéra et en même temps il va vivre des choses qui du coup vont lui rappeler l'histoire de l'opéra. Mais du coup de temps en temps c'était un peu bizarre. Moi alors je connaissais pas du tout l'histoire de la flûte enchantée, mais pour ceux qui connaissent, vous comprendrez qu'il y a quand même des choses un petit peu étranges si on les transpose dans notre quotidien, à notre époque, etc. Et du coup, je trouvais qu'il y avait des choses qui sonnaient un peu fausses au niveau de la narration ou au niveau de l'histoire. Donc voilà, j'ai moins accroché à celui-ci. Donc un peu mitigé, un mini flop on va dire pour moi celui-ci. Mais ça reste une super collection que je vous invite à découvrir. Ils ont fait Carmen, ils ont fait... bah, je les ai là. Je vous les montre. J'ai lu Carmen du coup, Tristan et Isolde et La Traviata. Je crois que celui-ci c'est mon préféré. Il est incroyable. En plus c'est en vers libre. Vous connaissez maintenant mon amour pour le vers libre. Donc non vraiment ils ont fait aussi la Tosca. Le 5e c'est la Tosca il me semble. Voilà, donc je vous invite à découvrir quand même cette super collection. De Saxus. Alors, ils ont plein de labels. Il y a de Saxus, DS pour la version plus young adulte et Sabran pour... j'ai jamais réussi à savoir. Légendes, mythologie, ouais, contes... voilà. Donc, on a tout réuni. Ce qui fait que le choix n'était pas facile. J'ai mis Divine Rivalité parce que c'était mon coup de cœur de l'année dernière. Voilà. J'ai hésité avec Crescent City. Ah c'est vrai qu'ils ont Crescent City, oui. Voilà. Mais non, j'ai eu vraiment un trop gros coup de cœur pour pas le mettre dans la liste de mon top de Saxus. Tu l'as quand même lu 2 fois. Et en plus je l'ai lu en anglais et ensuite dans sa petite version française. Non et puis voilà quoi. Hein. Moi je l'ai pas mis parce que je ne l'ai pas lu dans la version de Saxus. Donc pour moi, voilà. Vous comprenez, hein? Je l'ai lu en anglais. Donc du coup, j'ai sélectionné... de mettre autre chose qui était très chouette aussi. Du coup, j'ai sélectionné la duologie parce que je peux pas séparer ces 2 tomes qui sont tous les 2 aussi bons. Le Roi Berger de Rachel Gillig, Une fenêtre sur les ténèbres et 2 couronnes corrompues qui sont en plus magnifiques. Avec ces jolis vitraux. On vous en a déjà parlé, reparlé, donc je vais pas m'étendre, mais vraiment, lisez-le, c'est pépite. Moi, j'ai très hâte de la nouvelle sortie de Rachel Gillig. Moi qui ne savais pas trop si j'allais aimer des univers un peu gothiques, un peu sombres, et ben, pas de souci avec Rachel Gillig. Ça reste du gothique assez soft, oui, on va dire. C'est pas si sombre que ça. C'est pas si sombre et c'est extrêmement bien fait. Pareil, elle approfondit vachement la psychologie des personnages et ça, j'adore. Et puis en plus, son univers est incroyable. Ouais, son système de magie. Et le flop? Et ben moi je pense que oui, ça va être Belladonna de Adalyn Grace. Je n'ai toujours pas décidé si je lisais la suite ou pas. En fait, il y a une part de moi qui a beaucoup de mal à abandonner les sagas en cours. Il va falloir que faut faire du tri. Hein. Pourtant, tout y est pour que ça me plaise. Une enquête, un truc un peu gothique, enfin carrément gothique là pour le coup. Un truc un peu sombre, enfin vraiment tout y était, mais... je sais pas, il y a un truc qui m'a un peu dérangée, je pense que c'est le Love Interest. Je pense que... Pourtant, je suis déjà... Enfin non... c'est la mort le Love Interest, donc voilà. Mais j'ai déjà lu des trucs qui étaient un peu dans cet acabit-là et ça m'a pas dérangée. Mais ouais, voilà. Pourtant, je sais qu'il a très bonne presse. Et je suis quand même un petit peu intriguée, j'ai envie de continuer avec le tome 2. Il y a 3 tomes en tout, mais bon, je ne sais pas. Voilà, dommage. Moi, mon flop, du coup, c'est Emily Wilde, le tome 1, que je t'ai prêté. Ouais, qui est chez moi, mais que j'ai pas pris. Je l'avais commencé en anglais et en fait, j'avais du mal avec la plume, etc. Donc, je me suis demandé si c'était le côté anglais avec lequel j'avais du mal. Donc, j'ai switché en français dans la version de chez Sabran. Et j'ai toujours eu autant de mal, en fait, en version française. Donc je pense que la plume de Heather Fawcett est pas forcément ce que j'apprécie moi. Je vois très bien pourquoi on peut l'aimer et pourquoi on peut même avoir un coup de cœur pour ce titre parce que effectivement il est très intéressant. Mais je pense que ce qui moi a fait que j'ai
j'ai pas du tout accroché et adhéré à l'histoire, c'est que déjà je m'attendais à quelque chose de très cosy. Or on est quand même sur un univers de fées cruelles, voilà, il y a quand même cette atmosphère de fées sombres, donc je m'y attendais pas. Et puis en plus l'héroïne est assez particulière, donc du coup j'ai eu du mal à m'accrocher à elle et à m'identifier ou à l'apprécier vraiment plus que ça. Et puis c'est vrai que dans l'histoire d'amour pareil, j'ai du coup en fait comme l'héroïne est assez froide, distante ouais, il y a une distance en fait entre elle et nous. Du coup, j'ai eu du mal à voir l'histoire d'amour se développer. Alors, de son côté à lui, oui, aucun souci. Hein. Lui est très sympathique et full in love dès le début. C'est ça. Mais voilà. Oui, on aime bien ça. Mais du coup, c'est vrai que j'ai moins accroché au personnage, à l'histoire. Mais en même temps, je trouve le concept hyper intéressant et je vois très bien pourquoi on peut l'aimer. Et effectivement, le côté cosy, il y est quand même. Parce que tout le début, on est dans un petit village, il fait froid, donc voilà. Et puis elle écrit son journal, son encyclopédie, elle rencontre les gens du village. Enfin, il y a un côté très cosy, oui, je le conçois. Mais voilà, moi, ça ne l'a pas fait pour moi. Brajlon. Alors, on a réuni Brajlon, Big Bang et Milady pour faire un petit peu large. On a mis Hauteville à part parce que Brajlon, Big Bang, Milady, ça reste quand même plutôt fantasy, imaginaire. Et Hauteville, c'est plus contemporain. Donc, on a séparé le top. On est raccord. Voilà. Non, c'était vraiment trop bien pour... Voilà, on vous en a déjà parlé et reparlé. Ouais. Moi, j'ai sélectionné le tome 2 parce que vraiment, Kylian et Lydia, voilà, mes chouchous d'amour. Mais j'ai très hâte. Ouais, regardez-moi ces petits chouchous. Bref, j'ai très hâte du tome 4 là. Ouais. On l'attend avec impatience, surtout qu'il va être au moins, je pense, aussi gros que les deux réunis. Voilà, déjà la taille du tome 3. Oui, voilà. Mais ouais. Donc, mais là, il nous faut la fin. Il nous faut la fin. C'est cata. Bon, déjà, ils sortent le tome 5 du Pont des Tempêtes pour nous faire un tout petit peu patienter. Là, bientôt, quand la vidéo sortira, ça se trouve, le livre sera déjà en librairie. Mais bon, quand même, le tome 4, on le veut. Voilà, s'il vous plaît. J'aurais pu très bien mettre aussi le Pont des Tempêtes, hein, Daniel L. Jensen. Bah, tout Daniel L. Jensen. Hein. Et en fait, Brajlon, j'aurais pu mettre beaucoup de choses dans mon top parce que ça fait très longtemps. Moi, j'ai grandi avec Brajlon, avec toute la Beat-Lit et puis l'épée de vérité et puis le nom du vent et beaucoup de très bonnes sorties. Mais voilà, dans les plus récentes, c'était celle-ci. Et en flop, alors ça va faire un peu réagir, Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir. Alors, en fait, il a tellement été survendu que je m'attendais à un énorme coup de cœur. Et en fait, je suis très mitigée sur ma lecture. D'un côté, je vois tout le potentiel de l'univers. Et d'un autre côté, je sais pas, j'ai eu du mal à m'accrocher au personnage. J'ai dû un peu me forcer à lire pendant au moins une bonne moitié du livre avant d'être un peu prise dans l'histoire et dans l'intrigue. Et encore, ce qui m'a accroché, c'est parce qu'il y avait des épreuves et que moi, les épreuves, j'adore ça. Donc là, à partir de là, j'étais dedans. Mais je sais pas, j'ai vu tout le potentiel de la saga, mais ce tome 1 m'a pas non plus transcendé. Si j'ai quand même acheté le tome 2, il est dans ma palle, mais j'arrive pas à le sortir. Voilà. Donc je vais me forcer parce que je veux quand même être sûre que c'est pas un univers pour moi, étant donné tout ce qu'on dit sur la saga. Et moi, je vous ai ressorti un très vieux titre de Beat-Lit de chez Milady qui s'appelle Witchling. Donc c'est les Sœurs de la Lune, le tome 1. J'ai absolument détesté ce livre. J'ai pas du tout accroché. C'était ma période de Beat-Lit. Je l'ai lu, ouais, j'étais étudiante, je pense, ou au lycée, je saurais plus dire. Je mélange un peu ces années-là, mais non, au milieu des Mercy Thompson, des Chasseuses de la Nuit et compagnie, celui-ci, pas du tout accroché.
Je pense que c'était un... Il y avait un côté un peu... pas vaudeville, mais un peu caricatural de l'univers et des personnages qui, moi, m'a pas du tout plu. C'est pas ce que je recherchais. Donc voilà, ça a fait un flop monumental avec moi. Du coup, on a Hauteville. Voilà. Et là, on aurait pu mettre beaucoup de choses, Oui. je crois, dans notre top. Mais on a pris... les dernières sorties. Under Your Spell de Laura Wood, je l'ai lu cet été du coup, j'ai adoré. En plus Laura Wood, je suis en train de la découvrir aussi en young adulte et je me rends compte qu'elle a une plume qui me plaît beaucoup, avec beaucoup d'humour, des histoires d'amour je trouve qui fonctionnent hyper bien. Donc là c'est un peu une romance, la couverture le prouve, d'été, mais l'été est pas non plus omniprésent, ça peut se lire un peu n'importe quand, entre une star du rock et la fille d'une star du rock qui a quelques malheurs au début de l'histoire. J'étais morte de rire dès le premier chapitre, et puis après c'était tout mimi, tout chouchou, et puis avec en plus des thématiques qui, enfin, je pense que ne parle pas spécialement puisque c'est autour de la célébrité, voilà, mais qui pourtant étaient hyper bien abordées, donc du coup on rentrait avec eux dans leurs problématiques et dans ce qu'ils vivaient, et puis il y a un moment qui était complètement déchirant sur ce qui se passe, en fait la crise des 80%, mais qui est liée ni à l'un ni à l'autre, mais à la situation merdique dans laquelle ils sont, quoi. Bref, c'était vraiment trop sympa. Et moi, en fait, Hauteville, les romances Hauteville, pour moi, c'est des tops à chaque fois. Donc, je pense que c'est vraiment la maison d'édition de romances qui me convient parfaitement. Mais je vous ai pris mon dernier coup de cœur, Forget Me Not de Julie Soto, parce que ça a été vraiment un énorme coup de cœur. Je ne m'y attendais pas autant, mais j'ai complètement fondu avec ce couple entre une wedding planeuse et un fleuriste. Qui doivent, c'est une seconde chance, comme je les aime, avec un double point de vue, double chronologie, enfin vraiment, tout y est pour qu'on ne s'ennuie pas une seule seconde. Il y a beaucoup d'humour, c'est déchirant aussi en même temps. J'ai beaucoup aimé l'évolution des personnages, leur psychologie qui est développée. Elle m'a beaucoup touchée, et lui aussi, il a failli me faire pleurer. Enfin bref, ça a été du début à la fin vraiment pépite, et j'étais à fond. Je l'ai lu hyper vite. Donc voilà, je vous le recommande chaudement. Et le flop. Alors moi je suis allée du côté de leur collection Kibun chez Hauteville, qui est de la littérature asiatique, parce que pour le coup, autant Hauteville romance, c'est totalement pour moi. Autant leur ligne littérature asiatique, c'est pas du tout ce que j'aime. J'aime la littérature asiatique parfois, mais pas celle d'Hauteville. Voilà. Et j'ai testé avec notamment la librairie Morizaki, qui avait en apparence tout pour me plaire et qui ne m'a pas du tout accroché. Et en fait, je me suis même arrêtée au milieu et je l'ai abandonné parce que vraiment je n'accrochais pas du tout. Ni au développement du personnage que je trouvais... Enfin, on passe d'un cap à un autre, il n'y a pas de... J'aime bien quand ça évolue progressivement, et là c'était vraiment... on retourne et puis hop, c'est tout bon. Donc ça m'a pas trop plu, et en plus de ça, en fait, j'avais pas vu à la base, mais c'est pas une seule histoire, c'est découpé en deux parties qui du coup sont très distinctes. Mais du coup, je me suis arrêtée au milieu parce qu'en fait, j'avais même plus envie de lire la suite. Donc voilà, ça m'a pas du tout accroché, mais... Et en même temps, je pense que ça peut totalement plaire à d'autres, mais moi, c'est pas ce que j'apprécie. Et moi, c'est People We Meet on Vacation de Émilie Henry. D'ailleurs, c'était mon premier Hauteville. Non, enfin, je l'ai lu entièrement, j'étais complètement prise dans l'intrigue, etc. Mais... j'étais un peu déçue parce qu'en fait c'est d'ailleurs je vais en reparler dans un autre flop. C'est le genre de roman que j'adore, puisqu'on met le présent, passé, et pour comprendre ce qui est en train de se passer, au fur et à mesure on développe, et puis en fait on comprend enfin sur la fin ce qui a fait que voilà, ils sont dans la situation où ils sont aujourd'hui, et que finalement ils vont pouvoir tomber amoureux.
J'adore ce système-là, mais voilà, parfois il est mal fait et je trouve que dans People with Winter Vacation, il n'était pas hyper bien fait, surtout parce que en fait elle a fait monter la moutarde et du coup je me doutais de ce qui s'était passé, mais elle faisait tellement monter la tension que je me suis dit bah forcément il va y avoir un truc en plus, et non pas du tout. Et du coup voilà, c'est retombé comme un soufflé. Puis en plus je pense que l'alchimie entre les deux personnages était pas suffisante pour moi. Enfin bref, il y avait plein de petites choses qui faisaient que j'ai passé un bon moment. J'ai lu tout le livre en très peu de temps pendant les vacances au bord de la mer, c'était sympa, mais c'était pas le bon pour moi. Voilà. Ensuite, on vous a pris une petite collection de chez Nathan qu'on aime toutes les deux énormément, donc on en a lu beaucoup. Ouais. Il y avait du choix pour faire notre top et flop, et c'est la collection Cours toujours de chez Nathan. Le top. Moi j'ai 2 salles de ambiance. Il était ma légende de Estelle Faye. Je pense que c'est celui qui m'a le plus retourné le cerveau. Même s'il y a plein de très très bons textes chez Cours toujours. Voilà, des choses qui font réfléchir et tout. Mais lui, je sais pas, il m'a complètement retourné. Il faudrait que je le relise d'ailleurs pour voir si je le lis de la même façon maintenant que je connais la fin. C'est de Estelle Faye et enfin tout était là. Tout ce que j'aime dans les nouvelles en fait. C'est-à-dire un vrai univers qu'on sent dès les premières lignes, dès les premières pages, un vrai mystère, et puis ben, finalement une dernière ligne qui vous laisse un peu pantois, quoi. Et moi j'aurais pu... j'ai longuement hésité entre celui-ci et Miette de Stéphane Servan. Mais en fait j'ai sélectionné celui-ci parce que c'est celui qui m'a fait découvrir Gaël Aymon, et qui est maintenant un des auteurs francophones parmi mes préférés. Donc Silent Boy, que j'ai trouvé absolument incroyable, très percutant sur... on parle souvent du harcèlement entre victimes et harceleurs. Là on le voit du point de vue de ceux qui se taisent. Et ça, je trouve ça absolument hyper intéressant en fait. C'est très très bien fait. Il a l'art de parler des adolescents aux adolescents de manière très très juste. Donc vraiment, je vous invite très fortement à découvrir Silent Boy. Ça se lit en 1 heure, littéralement, voire moins. Pour ceux qui lisent vite. Et c'est ouais, on est happé dans cette histoire, et aux côtés de je ne sais plus comment il s'appelle, mais ce Silent Boy, Anton, voilà. Et le flop. Et ben le deuxième d'Estelle Faye, comme quoi le pire est le meilleur. Donc moi je suis restée dans l'imaginaire du coup. Il y en avait d'autres qui m'ont un peu laissé comme ça, mais celui-ci en fait je sais pas, j'en attendais en fait comme j'avais adoré lui, je m'attendais à beaucoup sur celui-ci et j'étais un peu déçue, notamment parce que je pense le retournement de situation était pas si fou que ça. C'était un univers dystopique assez intéressant mais qui m'a pas complètement attachée. J'aurais peut-être voulu voir dans quelque chose de plus long, je sais pas. J'ai pas accroché, voilà, ça arrive. Et moi c'est Aux ordres du cœur de Fabrice Collin parce que je n'ai pas compris. Oui, celui-là. Je n'ai absolument pas compris la fin. Non. Je me suis dit mais pourquoi pourquoi cette histoire, pourquoi enfin voilà, donc ouais, je pense que c'est vraiment celui avec lequel j'ai le moins accroché. Et en fait, c'est pas la première fois que Fabrice Collin, j'accroche pas trop. J'avais énormément aimé Bal de givre à New York de lui quand j'étais ado. Mais depuis, non. Je ne comprends pas son univers, ses histoires. Donc malheureusement, celui-là, ça a été un flop pour moi. Sarbacane, une très bonne maison d'édition. Ouais, chez qui j'avais fait un stage à l'époque, c'est comme ça que je les ai découverts. Et ils ont une ligne éditoriale avec la collection notamment Exprime qui est incroyable. Coup de cœur pour Mauvaise Graine de Benoît Mainville. Alors c'est un coup de cœur très particulier. Benoît Mainville, je sais pas si c'est toujours le cas, mais à un moment habitait à Sartrouville et il se trouve que j'ai grandi à Sartrouville. Et il y a Sartrouville dans Mauvaise Graine, donc du coup ça m'a beaucoup parlé. Ça se passe au lycée où j'ai été, donc voilà, il y a aussi un attachement un peu personnel à cette histoire. Mais en dehors de cet attachement personnel, c'est une histoire qui m'a complètement bouleversée, que j'ai adorée, qui est plus ou moins une suite d'ailleurs de son livre précédent je crois.
puisque on suit, là on est vraiment sur du roman contemporain pour les ados, puisqu'on suit 2 garçons je crois, mais surtout Vasco. Oui c'est ça, Vasco, qui était oui effectivement le héros du roman précédent de l'auteur, qui va se... Ouais c'est ça, il est beaucoup plus âgé, il a 31 ans. Et il va arriver dans un lycée où il va donner des cours, je crois, de sport, enfin de futsal d'ailleurs, il y a du foot. Et c'est une histoire d'adolescence, de rébellion, de comment grandir. Je m'en souviens pas précisément, mais ça me donne envie de le relire parce que c'était vraiment trop chouette. Il y a une histoire d'amour aussi, bien sûr. Et je crois que c'est ça, il monte un club de foot, mais celui-ci doit fermer ou quelque chose comme ça. Et il va se battre pour les ados. Avec qui il est et en fait qui survivent grâce à ce groupe qu'il a créé. Enfin, c'est extrêmement puissant. Et Benoît Mainville, chacun de ses livres, je les ai trouvés incroyables. Il n'a pas publié depuis assez longtemps, c'est dommage. Reviens. Et moi de mon côté, je vous ai encore sorti un roman en vers libre, mais écoutez, j'aime ça. Pleurer pour un rien, c'est déjà beaucoup, de Chloé Lume, que j'ai trouvé absolument incroyable sur la thématique de l'avortement, mais pas que. Je vous invite très fortement à le lire. Il est d'une justesse, d'une humanité bluffante. Moi j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à la fin, mais c'est magnifique, vraiment un récit magnifique. Donc j'ai très hâte de voir ce que Chloé Lume va nous concocter après celui-ci, parce que je serai au rendez-vous, c'est sûr. Le petit flop. Bleu comme l'été de Marie-Laine Fouquet, qui vient de sortir d'ailleurs en format poche chez Solaire. Et pour moi c'est un flop parce que je trouve qu'il est en dessous de tout ce que a pu faire Exprime et de tout ce que j'ai pu lire chez Exprime. J'avais passé un très bon moment en le lisant, mais j'avais pas trouvé ça particulièrement poussé au niveau des personnages, dans le message qui est passé, etc. C'est un roman d'été, voilà, tout comme il faut. Je me souviens même plus de l'histoire. Ah oui, c'est un road trip avec un surfeur, un vieux surfeur de 40 ans. Donc il y avait de l'humour, il y avait plein de choses qui fonctionnaient, mais je trouve qu'il manquait la petite étincelle Sarbacane habituelle. Donc voilà, j'avais été un petit peu déçue par celui-ci. Et d'ailleurs, il y a eu un tournant dans la ligne éditoriale à partir de celui-ci et j'aime un petit peu moins Exprime aujourd'hui. Je dois le reconnaître. Et moi, c'est La dernière fois qu'on s'est aimé de Marie Boulic, je crois. Je vous mettrai la vignette là, vous vérifierez le nom de l'autrice. Étrangement, c'est un peu la même thématique que le livre de Chloé Lume, puisqu'on y parle aussi un peu d'avortement. Et je ne m'y attendais pas en fait. Je ne m'attendais pas du tout à cette thématique là. Je pensais que c'était un roman en vers libre, encore une fois. Tout à fait, enfin petite romance, plutôt seconde chance. Ils se retrouvent dans un trajet de bus et voir ce qui se passe pendant ce trajet de bus. Et en fait, voilà, ce qui démarrait comme effectivement une petite romance sympathique, tout de suite bascule au milieu vers des thématiques beaucoup plus fortes, plus profondes. Donc ça déjà, ça m'a un peu perturbée parce que le ton du coup donné au début n'est plus du tout le même après. Donc il y a vraiment un switch, même dans le langage qui était... très ado au début et qu'il est un peu moins après, donc c'est vrai que du coup j'ai eu du mal à voir vraiment la personnalité des personnages qui, j'avais l'impression, n'étaient pas cohérents du début à la fin. En plus de ça, j'ai pas aimé la fin. Bon, ça a été un flop ce livre pour moi, malheureusement. La collection R, oh là là, la collection R, moi j'ai grandi avec la collection R quand même, on va le dire. Bah, elle est arrivée sur le marché au moment où on était young adulte et elle s'adressait aux young adultes. Et du coup, c'est vrai que moi j'ai lu beaucoup de collections R pendant mon adolescence et mes études. Beaucoup moins aujourd'hui, bizarrement. Et j'ai eu très peu de flops quand j'étais ado. Très chouette collection. Et le top, on a le même. De Neil Schusterman. J'ai beaucoup hésité, j'en avais 2-3 que j'aurais pu mettre. J'aurais pu mettre Amy Harmon, j'aurais pu mettre celui dont mon futur flop.
Mais je pense quand même que La Faucheuse, Ouais. dans son intégralité en fait de série, c'est une trilogie avec... j'ai pas encore lu les nouvelles. Je les ai, mais je les ai pas en lues non plus. plus. Mais incroyable. Ouais. Neil Schusterman, je trouve qu'il a une vision de la vie et de la mort, une vision de l'humain qui est absolument incroyable. Je le rejoins dans beaucoup de choses qu'il évoque et dont il parle. Et c'est prenant, les personnages sont incroyables, l'aventure, les plot twists Ouais, les plot phénoménales. Le plot twist de la fin, je crois que je m'en suis toujours pas remise. Je l'ai lu en pleine canicule, je m'en souviens encore. Ouais, il est phénoménal. Je trouve que ouais, en plus dans La Faucheuse, la façon dont il y a un côté très philosophique aussi, la façon dont enfin, c'est une dystopie, donc dont il voit le futur et la gestion de la mort dans le futur, ça donne vachement à réfléchir, quoi. Moi, c'est vrai que je l'ai découvert, Neil Schusterman, avec une autre de ses séries qui n'était pas du tout collection R. Le pitch de base, c'était des enfants qui mouraient prématurément et qui se retrouvaient en fait dans un entre-deux. Enfin, ils sont morts, hein, mais du coup, dans un univers qui n'est ni le paradis ni l'enfer, une sorte d'au-delà où il n'y a que des enfants. Et du coup, c'est toute une réflexion aussi sur la mort. Et puis, il a fait aussi une autre série, Les Fragmentés, que j'avais démarré, mais il faut que je continue. Ces deux séries-là, d'ailleurs, il faut que je les continue. Où c'est un univers futuriste où les personnes qui sont considérées comme inutiles ou ayant des défauts, etc., sont fragmentées. Et les parts d'elles-mêmes qui sont talentueuses sont redistribuées à d'autres. Enfin, c'est un peu bizarre comme concept. Mais du coup, vraiment, il a des thématiques hyper intéressantes, mais toujours liées à la mort. Et je me souviendrai toujours quand je l'ai rencontré une fois à un salon du livre, je lui ai dit, mais pourquoi pourquoi cette fascination pour la mort? Bon, j'ai un peu la même, donc c'était pas du tout pour le juger. Et il m'a dit, mais en fait, c'est pas une fascination pour la mort, c'est une fascination pour la vie qui est déterminée par la mort. Et j'ai trouvé sa réponse très, très intelligente et intéressante. Enfin, bref. Donc, je vous la partage. Et le flop? Et alors moi, c'est La 5e vague. Pourquoi j'ai bien aimé le tome 1, mais alors le tome 2, je suis pas du tout rentrée dedans. Voilà. Donc du coup, j'ai les 3 tomes chez moi. Mais je les ai jamais lus parce que le tome 2 m'a complètement lâchée. Alors que vraiment le tome 1 j'avais beaucoup aimé. J'avais trouvé que, je pense que ça partait dans un délire fantastique qui était pas du tout le mien. Et qui moi me parle pas du tout. C'était pas assez terre à terre. Et donc je me revois lire le tome 2, me forcer à le lire et à vraiment pas comprendre ce que je suis en train de lire. Donc voilà, un petit loupé. Tu crois que si tu le relisais aujourd'hui, ce serait différent? Non, je pense pas. Non, t'as trop en tête ta déception. Ouais. Et puis, alors après, peut-être que j'ai mis trop d'écart aussi entre le tome 1 et le tome 2 et que j'avais oublié des choses, ce qui fait que voilà. Mais vraiment, je me revois me forcer et me dire, mais c'est trop bizarre. Voilà. Alors que moi, ça fait partie de mes sagas vraiment que j'ai dévoré et que j'ai adoré. Et ben moi, je vous ai pris de la poésie. Écoutez. Tu as oublié mon cœur en partant de Léa Jeunesse. C'est assez rare que je lise de la poésie, mais de temps en temps j'aime bien, notamment ces poètes d'aujourd'hui. Et j'avoue que celui-ci, j'ai pas du tout eu d'affinité, de feeling avec tout ce qu'elle... avec sa plume, sa poésie. J'ai pas vraiment accroché, donc... C'était un flop, mais en soi, je pense que ça peut vraiment plaire à beaucoup de gens. Voilà, moi, c'était pas ma sensibilité, donc voilà. Comet? Oui. Comet, j'ai beaucoup hésité parce qu'il y avait tellement de bonnes lectures. Moi aussi, j'ai pas mal hésité. Quand j'ai vu que tu avais pris celui-ci, du coup, je me suis dit, je prends vraiment ça. La théorie des couleurs de Laura Mazet, de Maisie Endings, n'importe quoi. Je commence à être fatiguée. Voilà. Tu nous as fait un mix des... Comme quoi, j'ai vraiment hésité. que j'ai lu il y a un an, que j'avais adoré. Romance, neuroatypie, enfin, un bijou de belles choses, de belles rencontres, de beaux personnages. Et c'est aussi un petit peu drôle, et puis, enfin, c'est même carrément drôle.
La scène des sabots, absolument géniale. Enfin bref. Et un personnage aussi féminin qui m'a beaucoup touchée et voilà, à laquelle je me suis un peu identifiée de loin sur certaines choses. Enfin vraiment, très très belle lecture, très beau texte. Et moi j'ai beaucoup hésité avec Goldbright et associé que j'ai vraiment beaucoup aimé également dernièrement. Mais je vous ai pris recette cubaine pour guérir un cœur brisé. Donc je désespère d'avoir la suite en français, mais je crois que voilà, ça n'arrivera pas. Il y avait quand même un one shot, hein, vous rassure. Oui, totalement. Vous ne serez pas frustré si vous le lisez. Ouais. Non, c'est un tome compagnon qu'on attend. Mais du sur coup, la sœur. Mais du coup, je vais me le procurer en anglais parce que j'ai trop envie de découvrir. J'ai vraiment beaucoup aimé la plume, l'ambiance aussi. On est en Angleterre, il y a un mélange culturel aussi parce qu'elle est hispanique. Et cubaine. C'est ça. Cubaine. Bah oui. Dans le titre. Donc voilà, c'est très gourmand parce qu'elle fait de la pâtisserie cubaine du coup. Orion est absolument charmant. Orion Maxwell. Voilà. Et en fait, toutes les thématiques ont été super bien traitées. J'ai beaucoup aimé le développement de leur relation qui avançait bien à un bon rythme. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est la communication. En fait, la base de leur relation est vraiment là-dessus. Et ça, j'aime. J'aime énormément quand c'est comme ça. Et j'ai trouvé la fin très finement jouée. Voilà, il y avait un truc sur lequel on se disait ça peut être très touchy à savoir comment elle allait finir et elle l'a très bien joué. Donc voilà, petite pépite. Et je crois qu'on a le même flop. Oui. Outbreak Hotel, qui est du roman graphique. Et je pense que j'ai pas compris. Voilà. Moi, j'ai pas tout compris au délire non plus. Donc c'est vrai que petit flop malheureusement. Pourtant le pitch était intéressant, intriguant. Le point de départ aurait pu être vraiment très bien. Et les dessins sont hyper doux, c'est très chou. Toutes les couleurs, j'ai trouvé ça très, très beau à regarder. Mais alors l'histoire, très globalement c'est un hôtel où atterrissent plusieurs personnes, donc on a plusieurs petites histoires qui se réunissent quand on a le cœur brisé. Voilà, c'est... Il y avait un côté en fait un peu à la Alice, très... Je sais pas si vous voyez un peu l'univers, voilà. Et c'est là où j'ai pas accroché à ce côté-là de l'histoire. Et je crois que la fin m'a pas... Moi j'ai pas compris la fin. J'ai pas trop aimé surtout. Je suis restée... Voilà. Ok. Donc petit flop, voilà, ça arrive. C'est pas grave. Ensuite on a Gallimard. Ah oui, Gallimard. Oh, j'ai hésité sur Gallimard parce que c'est pareil, une maison d'édition tellement... Tellement vaste. Ouais, et puis en plus, Gallimard, on lit ça depuis qu'on a 7 ans, quoi. Donc il y avait plein de choses. Donc j'ai été prendre plutôt dans les dernières lectures. Moi j'avoue, je vous ai pris... Toby Londless. C'est toujours pas lu d'ailleurs. Oh là là Il va falloir qu'elle s'y mette. Moi je vais l'enfermer chez elle et juste avec Toby Londless. Alors c'est pépite. Moi j'ai découvert du coup Timothée de Fombelle avec Toby Londless et ça a été absolument incroyable. Je l'ai découvert sur le tard parce que j'avais une idée complètement fausse de ce livre. Je ne sais pas pourquoi. Et puis finalement on m'a dit si tente, vas-y. Et on me l'a prêté, je crois qu'on me l'avait prêté en poche. Et j'ai dévoré le tome 1. J'étais fascinée par la plume de Timothée de Fombelle, par son histoire, par... en fait, le côté aussi qui parle à la fois aux adultes et aux enfants. Parce que du coup, je l'ai lu en tant qu'adulte. Et je pense que je n'aurais pas eu la même lecture si je l'avais lu jeune. Et ça, je trouve ça fascinant. Voilà. Et je trouve que c'est d'une maturité aussi dans l'histoire qui est racontée. Enfin, vraiment, on traverse avec Toby tellement de choses. Enfin, vraiment toute sa vie. Et on le voit évoluer. Bref, c'est phénoménal. Donc, je ne peux que vous le recommander, celui-là. Vraiment. Et alors moi j'ai pris Chicken Mate de Ali Hazelwood, une petite romance. Et en fait pourquoi est-ce que j'ai pris celui-là? J'ai beaucoup hésité avec La Passe Miroir qui pour moi est
un incontournable chez Gallimard Jeunesse. Mais au final j'ai pris celui-ci parce que j'ai trouvé que... En fait c'est mon... Pour l'instant dans ceux que j'ai lus de Ali Hazelwood, j'en ai pas lu beaucoup j'avoue. C'est mon préféré. Oui ouais, c'est vrai, j'en ai lu que 2. Parce que j'ai adoré la représentation de celui-ci. J'ai adoré le... Ouais, autant elle que lui. Je trouve qu'on montre aux ados quelque chose de très différent de ce qu'on voit dans toutes les romances. Et aussi des clichés qu'on véhicule sur les hommes, les femmes, enfin les filles, les garçons même. Donc j'avais beaucoup aimé. Et puis j'ai tellement ri, c'était... Oh non, c'était une vraie pépite. J'y allais en plus, parce que c'est le premier Hazelwood que j'ai lu, je crois. Je sais plus dans quel ordre je les ai lus. Si, ça doit être le premier. Donc j'y allais en mode... on sait pas. Et en fait, j'ai été complètement happée. Enfin, voilà, je trouve ça hyper bien qu'il y ait des livres avec ça qui existe pour les ados. Et puis en plus, il y avait l'univers des échecs, il y avait la question de la misogynie, il y avait... Enfin bref, ça aborde tellement de sujets. Puis il y a les sœurs aussi, les sœurs et la mère. Enfin, voilà, tout est bien. Les sœurs sont incroyables. Ouais, tout est bien. Donc voilà, et je suis très contente que Gallimard ait lancé en plus son label Élégie, dans lequel rentrerait aujourd'hui Checkmate, parce que je sens que leurs romans sont à chaque fois bien choisis. Bon, si le cadrage a bougé, j'ai tout fait tomber. C'est de sa faute. Et le flop? Le flop, et ben moi c'est du Christelle Dabos malheureusement, ici et seulement ici. Alors, je dois dire quand même que c'est extrêmement bien écrit. C'est pas un flop dans le sens où c'est un mauvais livre. C'est un brillantissime. Ouais, c'est un flop en fait, très personnel. C'est brillantissime comme livre, mais c'est glaçant. Et en fait, là où pour moi c'est un flop, c'est que je ne sais pas à qui ce livre s'adresse. Parce que pour moi, les ados qui sont en train de vivre ça, parce que ça parle de harcèlement, hein, très clairement, mais ça pousse le harcèlement à un niveau très perturbant, très dur. Et du coup, je pense que les ados qui sont en train de vivre ça, il faut pas en fait qu'ils lisent ça. J'ai peur que ce soit très mauvais. Ceux qui s'en sont sortis, bah, du coup, ils vont pas avoir besoin de ce livre-là. À la fin, je me suis quand même dit... Il y a peu d'espoir quand même dans ce livre. Donc le message est intéressant, est très intéressant. Mais du coup, voilà, je ne sais pas à qui ce livre s'adresse. Donc c'est là où pour moi... voilà, c'est un livre qui me perturbe. Ça, c'est un ovni littéraire sur tous les plans. Il n'y a rien de comparable. Absolument rien. Je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que il peut trouver une cible particulière, mais il peut trouver une cible, mais c'est sûr que c'est très particulier. Et ben moi, mon flop, j'ai un peu hésité, mais j'ai mis Magic Charlie. Je sais pas pourquoi, je m'attendais à quelque chose qui allait vraiment m'attraper, m'emmener dans de la magie. Et en fait, j'ai eu du mal à lire. On l'a fait en lecture commune avec les filles du cercle littéraire. Et donc je pense que c'est ça qui a fait que je suis allée au bout. Mais je suis pas sûre, après coup, que je serais vraiment allée au bout toute seule. Après, c'est très chouette. Je pense que ça peut plaire à complètement la cible qui est visée, donc à partir de 11 ans. Mais je sais pas, moi j'ai pas trop accroché. Moi je sais pas, j'ai pas trouvé la magie que je voulais trouver. Mais après il y a toute l'imagination qu'il faut, c'est drôle, enfin tous les éléments sont là. Peut-être que c'est parce que je l'ai pas lu au bon moment, peut-être aussi que maintenant je suis passée à une étape supérieure dans la fantasy qui fait que j'ai un peu du mal à revenir sur des romans plus jeunesse, j'en sais rien. Mais en tout cas c'était quand même très chouette, enfin voilà, juste pas pour moi. Il y a une super serpillière. Voilà. Et puis il y a une vraie imagination comme on aime quoi. On a le même top pour Hachette. Qui n'est pas très surprenant. Si vous nous avez suivis jusque là, vous devinerez peut-être. Il s'agit de Prison Healer. Voilà, de Lynette Noni. Toute la trilogie d'ailleurs. Ouais, bah tout est... Je peux pas la séparer, moi je l'ai tellement enchaînée. Je ne sais même plus. Alors si la fin du 1 je vois, mais la fin entre le 2 et le 3 je ne sais plus. Ouais. Donc là j'ai très hâte parce qu'ils viennent d'annoncer qu'elle venait
en France dédicacée à la fin de l'année. Je pense qu'elle sera à Montreuil. Parce que ça colle au niveau des dates où potentiellement elle sera là. Je croise les doigts. J'ai très hâte de la rencontrer. Et dans le flop... Alors je vous parlais des romances où on est dans le présent, on a du passé qui nous permet de comprendre le présent, machin. Et ben il y a aussi L'infini entre nous de N.S. Perkins, chez Hachette du coup, qui a fait aussi un flop comme People Meet on Vacation pour moi. Qui a fait un flop à peu près ce moment-là de l'histoire, donc à la toute fin, c'est dommage. En fait j'aimais beaucoup ce qui était en train de se construire. Là en plus on est avec des personnages qui sont plutôt ados et pas des personnages adultes, donc il y a une sensibilité qui est différente qui me plaisait beaucoup. Et là, il y avait un vrai mystère. Là, par contre, il s'est vraiment passé quelque chose dans le passé qui explique la rupture dans le présent. Et donc, j'étais prise en haleine et quand j'ai découvert les choses, j'étais en mode voilà, donc c'était bien. Et puis, il y a eu une scène explicite. A priori, toute mimi. Mais alors, lui, il se transforme en acteur porno, en gros. Et j'ai pas du tout aimé la façon dont il lui parlait, mais pas du tout. Alors qu'on était dans un petit young adulte, c'était chouchou, ils étaient hyper beaux tous les deux, mais vraiment lui, tout d'un coup, il se transforme. Et en fait, ça m'a tellement perturbée, et puis je crois qu'il l'appelle bébé, donc je crois que le summum de ce que je... Oh, ça a tout gâché. Tout gâché. Comme quoi il suffit juste de quelques mots et puis voilà. Et c'est dommage parce que l'histoire en elle-même était hyper intéressante sur le rapport entre les deux familles. Parce qu'en gros c'est deux familles qui partagent une maison de vacances et puis il y a un été où tout bascule et on se retrouve plusieurs années plus tard, 5 ou 10 ans plus tard et il faut vendre la maison et donc les deux familles se retrouvent et on déterre un peu les secrets du passé quoi. Et ce qui s'est passé ce fameux été mais vraiment eux étaient tellement mignons puis tout d'un coup transformation quoi, donc c'était dommage, vraiment c'était dommage parce que tout le reste m'a beaucoup plu. Et moi alors il faut que je vous parle de ce flop parce que alors je ne l'ai pas, je l'avais emprunté à la bibliothèque, heureusement j'ai envie de dire. Il s'agit de Profondeur de l'océan, une réécriture de La Petite Sirène dans la collection des réécritures Disney chez Hachette. Il n'y a que pour ce livre-là que je peux dire vraiment, très sincèrement, je ne comprends pas qui peut aimer. Ça a été tellement, mais je suis allée au bout. C'était dur, mais j'y suis allée. Mais vraiment, pour moi, il y avait absolument rien qui n'allait. Il y avait trop d'incohérences. Les personnages n'étaient pas du tout développés et pas du tout attachants ou quoi que ce soit. Il y avait... Bref, pour moi, il n'y avait vraiment rien qui allait. Et c'est vraiment un livre où je l'ai refermé en me disant, mais qui a pu apprécier ce livre? Alors, si vous l'avez apprécié, pardonnez tout ce que je viens de dire. Et surtout, dites-moi vraiment ce qui vous a plu dans ce livre, parce que c'est une vraie question très curieuse, en fait. Voilà. Généralement, quand j'aime pas un livre, je me dis, il peut trouver son public, je comprends, il n'y a pas de souci. Alors celui-ci, vraiment, je ne comprends pas. L'école des loisirs. Ouais. Bon, pareil, l'école des loisirs, il y avait plein de très beaux textes. Mais je me suis dit, allez, je vais ressortir les mémoires de la forêt. Voilà, j'avais envie. C'est une très très belle réussite. Voilà. Et en plus là c'est terminé, c'est fini. Oh, mais voilà, c'était très chouette. Moi il me reste le puzzle à acheter. Et moi j'aurais pu mettre Mémoire de la forêt, mais du coup je vous ai mis Flor Vesco. Parce que vraiment c'est exceptionnel. Alors j'aurais pu... J'ai pas pris de cap et de mots, même malgré que ce soit le premier que j'ai lu, mais parce que je l'ai lu en poche, donc je sais pas pourquoi, dans ma tête il n'était pas l'école des loisirs, alors que si. Mais vraiment, tous les textes de Flor Vesco, incroyable. Alors, petit flop avec Au bord du monde de Emmanuel Pirotte. En fait, c'est un livre que j'ai eu dans le cadre d'une rencontre Babelio. Donc j'ai rencontré l'autrice et tout, en fait je trouve que c'est un texte hyper intelligent, assez surprenant sur certaines choses, et en plus quand elle en parlait j'ai un peu mieux compris aussi d'autres choses, mais j'ai pas du tout accroché. Voilà, j'ai pas accroché. C'est une histoire d'amour, c'est l'histoire de deux adolescents qui s'enfuient. On suit Trinity en particulier qui est Rome.
Voilà, on est en Angleterre et puis on suit aussi Terence qui va s'enfuir avec, enfin pas tout à fait avec elle, ils vont se retrouver un peu par hasard tous les deux et ils vont tomber amoureux et lui il vit, enfin il quitte en fait un foyer où c'est compliqué et voilà. Donc il y avait plein de belles thématiques mais voilà, j'ai pas particulièrement accroché à la plume, j'ai pas particulièrement accroché à l'histoire. Mais c'est quand même un très beau texte et voilà avec des sujets qu'on a l'habitude de voir mais un peu vus différemment et puis avec une puisqu'elle en parlait l'autrice, elle a vraiment fait beaucoup de recherches sur les Roms et en particulier le groupe auquel appartient Trinity et du coup il y a un vrai fond pas historique mais social qui est très développé et qui était très intéressant à découvrir. Mais c'est voilà, c'est pas mon univers, donc bof, pour moi. Et moi, il s'agit de Une pour toutes de Jean-Laurent Del Socorro. J'aurais pu en mettre d'autres. J'aurais pu mettre du Lois Lowry, par exemple. Mais celui que j'ai vraiment détesté de Lois Lowry n'est pas à l'école des loisirs. Donc, voilà. Et puis surtout, celui-ci, ça a été une lecture assez mitigée pour moi dernièrement. Donc, voilà, c'est le premier qui m'est venu en tête. Pour autant, c'est pas du tout une mauvaise lecture. Vraiment, je pense que Jean-Laurent Del Socorro a une vraie plume. J'aime beaucoup en fait le fait qu'il veuille donner de la visibilité à des femmes de l'histoire. Déjà ça, c'est un truc que j'apprécie particulièrement chez lui. J'avais lu une de ses nouvelles dans une anthologie des Imaginales que j'avais adorée. Donc vraiment, j'aime beaucoup sa plume. Mais celui-ci, voilà, il y a des petites choses, des petits éléments qui m'ont déplu un petit peu. Donc ça a été un peu mitigé et du coup comme en fait j'avais des très grandes attentes, c'est là où ça a été un mini flop pour moi parce que j'étais un peu déçue quoi sur certains points. Mais ça ne m'empêchera pas de lire d'autres livres de Jean-Laurent Del Socorro parce que j'ai vraiment envie de continuer à voir d'autres de ses histoires et à retrouver sa plume que je trouve vraiment très chouette. Et alors là, on a deux petites des maisons d'édition bonus où chacune différente parce que pour Claire ce sera Bookmark parce que moi je suis en train de lire mon premier Bookmark donc je ne pouvais pas vous faire de top ni de flop. Ouais. Et moi je vous présente des BD plutôt avec tout le groupe Dracou Jungle. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Mon top c'est le Grimoire d'Elphie qui est absolument incroyable. Donc c'est écrit par Audrey Alouette et Christophe, je crois il s'appelle. C'est ça, Christophe Arleston. Et c'est illustré par Minnie Ludwig et c'est absolument charmant. Donc c'est une petite fille qui, de tome en tome, avec deux de ses deux sœurs, va parcourir un peu les régions françaises et à chaque fois vivre une petite histoire un peu magique, comme vous le voyez sur la couverture, tout en découvrant un peu la région, ses habitants, son folklore, la culture, enfin voilà. Donc c'est hyper chouette pour à la fois faire une sorte de tour de France et en même temps vivre des aventures absolument charmantes, délicieuses aux côtés de ces trois sœurs très différentes l'une de l'autre. Qui vont aussi avoir leurs petites disputes, leurs petits moments tendres, leurs rapprochements, etc. Donc très mignon. Et en fait, Elphie va découvrir le grimoire de sa mère, je crois. Et en fait, quand elle dessine quelque chose dans le grimoire, quand elle écrit. Elle fait un pliage qu'elle pose sur le grimoire. Après, ce pliage prend vie. Donc si elle fait un oiseau, un ours ou autre, ils vont prendre vie et du coup ça va être des compagnons d'aventure pendant le tome qui leur est dédié quoi, on va dire, et c'est hyper mignon, très chouette et voilà, je suis très fan et à chaque fois qu'un nouveau sort je suis au taquet. Ça fait quelques temps d'ailleurs hein. Il va bientôt sortir je pense le prochain. Et mon flop, écoutez, c'est le premier, je crois que c'est le premier qu'ils ont sorti chez Romance Graphique. Et c'est une adaptation d'Orgueil et Préjugés de Claudia Kuhn et Tara Spruit aux illustrations. Alors pourquoi c'est un flop? Parce que en soi, les illustrations, j'ai beaucoup aimé. Il y a plein de très jolies planches, voilà. Mais j'ai trouvé que c'était trop raccourci au niveau de l'histoire et que du coup c'était presque plus une introduction à l'histoire d'Orgueil et Préjugés
qui était une adaptation à la fois du film et du livre. Parce qu'il y a beaucoup de planches qui en fait sont une adaptation du film, qui n'est pas tout à fait basé sur le livre. Enfin voilà, il y a notamment à la fin, ils se retrouvent au lever du soleil. Donc ça littéralement c'est dans le film, hein, pas dans le livre. Après, on est d'accord, c'est très joli, hein, on aime. mais voilà, donc il y avait ce côté à la fois qui m'a un peu étonnée. Je pense qu'ils ont voulu faire un hommage au film et du coup ça se sent et ça se retrouve. Mais surtout, ouais, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop ramassé. Il y a très peu de dialogue du coup, alors que c'est vraiment moi en tout cas ce que je préfère dans l'œuvre de Jane Austen, c'est les dialogues qui sont croustillants en fait. Sa façon de croquer les personnages et de les faire vivre, voilà, délicieuse. Au-delà de la romance, alors que là c'était voilà, trop ramassé, trop raccourci, et du coup c'est vrai que j'ai pas acheté la version, ils ont sorti Emma aussi, et je l'ai pas acheté parce que je me suis dit que voilà, j'avais pas assez apprécié celui-ci, même si les dessins sont très jolis et que j'ai bien aimé, voilà, au niveau des dessins, mais pas au niveau de l'adaptation des textes. Et alors moi je voulais quand même vous parler de Bookmark parce que j'en ai lu pas mal ces derniers temps et que j'avais de quoi faire un petit top flop. Mon top c'est évidemment Gods and Monsters, les 2 tomes de Amber V. Nicole je crois, si je me souviens bien, qui est vraiment une très bonne découverte de cette année. C'est 2 pavés, mais alors un délice à lire. C'est vraiment la romantaisie comme j'aime. Qui pose bien ses personnages, qui montre aussi le quotidien, voilà, avec des personnalités hyper fortes. J'ai beaucoup aimé dans celui-ci en particulier parce que c'est elle le monstre et lui le dieu. Et donc il y a une forme de toute puissance aussi qui est présente dans l'histoire. Et puis avec un retournement de situation, le début du tome 2, mais j'ai adoré, enfin, c'est horrible autant que génial. C'est un univers qui est très complexe, très poussé, c'est vraiment une pépite de romantaisie dans un univers très sombre, très dur, mais alors incroyable à découvrir, très complexe, et en même temps c'est tellement bien écrit qu'on n'est absolument pas perdu, on est porté par la plume de l'autrice. Bref, j'adore. Et mon petit flop, qui peut se transformer en top si je lis le tome 2, c'est Le Faucheur de sorcières de Carissa Wicks. Je crois que ça se dit comme ça. J'attendais beaucoup de cette saga. Et c'est vrai que le tome 1 était sympa. Bonne ambiance, tout ça. Mais, bouf, voilà. Et j'ai pas envie de lire le tome 2. Sauf que j'ai vu des avis qui disaient il faut lire le tome 2 parce qu'il est incroyable. Et voilà, je vais écouter parce que, par exemple, à Cotard, si j'avais pas écouté un avis qui allait comme ça... Ah, je serais passée à côté de quelque chose. Donc bon, je vais faire l'effort d'essayer de lire le tome 2 et de voir si ça valait vraiment la peine. Mais vraiment, ce tome 1, c'était sans plus. Comme le titre l'explique, hein, c'est un faucheur de sorcières et une sorcière. Ça prend une tournure à laquelle on s'attend pas du tout. Il y a une vraie ambiance, cependant, que j'avais beaucoup aimé. C'est très brumeux, très neigeux, il fait froid. Et puis ils se réchauffent tous les deux, tout ça. Mais voilà, j'avais trouvé l'intrigue de base intéressante, mais sans plus. Donc voilà, c'est mon petit flop malgré tout chez particulièrement Last Kingdom. Mais je vais m'accrocher pour le tome 2. On va transformer ce flop en top. Voilà. Voilà, ben on a fait un bon tour là déjà des maisons d'édition qu'on apprécie tout particulièrement. Il y en a plein qu'on aurait pu ajouter à la liste, mais on en aurait eu pour 4 heures. Donc on va vous laisser là pour aujourd'hui. Et puis n'hésitez pas à nous dire, vous, votre top, flop dans les maisons d'édition qu'on a citées. Et je serais très curieuse aussi de savoir si ça vous intéresserait qu'on fasse un peu la même chose mais avec des auteurs dont on a lu quasi tous leurs livres ou autres. Voilà, n'hésitez pas à nous dire, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Et puis vous pouvez mettre
une petite pile de livres si jamais vous êtes trop timide pour commenter, ou si voilà, vous n'avez pas particulièrement envie d'échanger plus que ça. Mais voilà, ça nous laisse une petite trace. Et puis on va vous souhaiter des lectures pétillantes. Et de jolies rencontres d'encre et de papier. À bientôt. À bientôt.